Attends. C'est commencé. Coupe totale. Non. T'as peu. On va faire. Ouais. OK. Il était prêt. Non, j'étais prêt. OK, c'est bon. OK, alors jusqu'à date, on vous a donné les outils pour faire un bon martelage en parlant de la qualité et de la vigueur. Et on vous a aussi donné les étapes à suivre pour faire un bon diagnostic silvicole dans un peuplement feuillu. Mais là, où on s'en va avec ça, c'est quoi la prochaine étape, Alexis, pour s'aller à un autre niveau? Un autre niveau, là, on a atteint le niveau expert. Le niveau expert, c'est le niveau de la prescription sylvicole. Là, bien, pour faire une bonne prescription sylvicole, évidemment, il faut revenir sur les étapes du diagnostic qu'on avait vu dans une autre capsule. Fait que là, on va faire ça. On va aller voir nos deux étudiants qui vont nous parler des placettes qu'ils ont mesurées, puis on va faire le diagnostic avec vous. Vous allez devoir refaire ça. Exactement. Alors, on vous donne des exemples, puis par la suite, ça va être à vous de faire un diagnostic et de faire la prescription. Alors, c'est le temps d'écouter. Allons voir nos deux amis. Alors, premier exemple ici de diagnostic et de prescription, je suis avec Jean-Benoît qui vient tout juste de faire l'inventaire de la forêt et qui va pouvoir nous décrire où on se trouve ici. Alors, commençons avec la première étape du diagnostic qui est la surface terrière. Bon, ouais, surface terrière, on a à peu près 26 mètres carrés de surface terrière. Parfait. Quelle essence on a ici environ? On a de l'érable, on a du bouleau jaune, puis on a un petit peu de bouleau blanc aussi dans notre forêt. Là. OK. Faible présence là, de bouleau blanc. Ouais, qu'il faut prendre compte quand même. Super. Alors, deuxième question, la vigueur du peuplement. La vigueur du peuplement, on a environ un 8 mètres carrés qui est non vigoureux là, dans le peuplement, fait qu'un petit peu moins que le 1/3. OK, super. La qualité? La qualité, 70% de qualité des tiges. OK, alors on a de quand bonne même qualité. on a une belle vigueur, Ouais. belle qualité, Ouais. super. Puis belle surface terrière aussi, 26, c'est quand même une belle surface terrière. Maintenant, elle est où, cette vigueur-là? Elle est où, cette qualité-là, dans le peuplement? La vigueur, la qualité est quand même bien répartie sur tout le peuplement, là, dépendamment des grosseurs de tiges, là, puis de la place, là, dépendamment des grosseurs de tiges, la vigueur et la qualité étaient bien réparties. Ouais. Parfait, ça nous amène maintenant à se pencher sur la régénération. Ouais, la régénération, ouais, on a une belle régénération si on se penche un peu au sol d'érable à sucre, qui est très nombreuse, il y en a beaucoup, beaucoup. Par contre, on n'a aucune gaule, là. On peut regarder loin, là. Il n'y a aucune gaule, ce qui est vraiment moins bon, là. Fait que ça, c'est une problématique dans notre régénération. OK, parfait. Oui, c'est sûr, c'est moins bon parce que là, il nous manque des tiges, finalement, là, des gaules. Ça nous donne donc un indice qu'il y a une bonne régénération, mais elle ne réussit pas là, à se rendre assez haute pour vraiment s'implanter puis avoir un bel étage là, en sous-couvert. Exactement. OK, super. Bien, devant ce diagnostic, quelle prescription, toi, tu voudrais faire ici? Personnellement, vu qu'on a quand même une bonne surface terrière, mais que je voudrais pas trop ouvrir le peuplement à cause justement des feuillus intolérants, là, moi j'irais plus avec une coupe de jardinage. OK, coupe de jardinage, quel pourcentage? J'irais plus faible justement à cause que je viens de te le préciser, là, du bouleau blanc dans le peuplement, là, j'irais à 30 %. Super. C'est sûr que quand on reste à l'intérieur de 30 en général, c'est ça, on vise vraiment à favoriser les essences qui sont tolérantes à l'ombre, justement l'érable à sucre. En plus que là, j'ai un 8, j'ai à peu près un petit peu moins que le 1/3 qui est moins vigoureux. Donc on pourrait aller chercher tous les arbres moins vigoureux, aller peut-être chercher quelques tiges qui sont plus payantes, là, ça ferait un beau traitement. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, avec un 70 d'arbres vigoureux, si tu prélèves un 30 tu vas justement vraiment chercher tes arbres qui sont pas vigoureux, donc assainir ton peuplement. Exactement. Puis en plus, au travers de ça, tu as probablement certains arbres qui sont pas vigoureux, mais qui ont encore une certaine qualité. Exactement. Puis aussi, c'est le but aussi d'aller ouvrir juste assez pour permettre à notre génération d'érable à sucre de monter en gaule, puis de permettre une deuxième génération de monter. Oui, on dirait un très beau diagnostic et une très belle prescription, ça. Yes, merci. Mission accomplie. Deuxième exercice de prescription. Celui-là est un petit peu plus difficile, c'est pour ça qu'on sort l'artillerie lourde. Raphaël, décris-nous qu'est-ce qu'on a d'abord ici au niveau de la composition. Dans la composition, on retrouve du bouleau jaune, l'érable à sucre, puis certaines composantes résineuses aussi. OK, les étapes. Surface terrière.
20 mètres carrés de surface terre. La vigueur. Côté vigueur, c'est pas très vigoureux. J'ai 10 mètres carrés de surface terre qui est non vigoureuse. Donc 10 mètres carrés à l'hectare, donc la moitié. Donc c'est les classes M et S qui sont regroupées ensemble, qui forment cette moitié-là. Maintenant, la qualité. Qualité, ben, j'ai pas mal 50% qui est de C et D. Donc, vraiment. Donc, c'est ça, il y a un grand pourcentage des arbres qui sont soit du petit sciage ou qui n'ont pas de sciage du tout. Ça, c'est les arbres de classe D de la classification en BCD. Maintenant, elle est où, ta vigueur? La vigueur est dans le stade perchi. OK. Le stade avec les perches. Les perches sont assez vigoureuses. Donc, comme on peut voir ici, là, on a un peuplement qui est un petit peu biétagé. C'est-à-dire qu'on a des gros arbres. Ces gros arbres-là, qui nous donnent la vigueur de ces gros arbres-là. Oui, c'est ça. C'est ceux-là qui sont pas vigoureux. Il n'y a rien à aller. Donc, tes 10 mètres carrés de faible vigueur se retrouvent surtout dans ces arbres-là qui forment l'étage dominant. Puis, on a quand même dans le peuplement plusieurs perches qui, elles, sont vigoureuses. OK. Exact. Maintenant, dernière étape, la régénération. On a aussi un enjeu par terre. Oui, côté sur le parterre, ben, on a quelques régénérations d'érables à sucre, mais bouleau jaune à quelques places. Mais par exemple, on a beaucoup d'érables de Pennsylvanie, la viande qui prend place aussi. Donc, on a même l'érable à épi ici, donc un gros potentiel de compétition finalement si on ouvre le peuplement en plus. Oui, exact. OK. Donc là, on arrive à notre prescription. Ici, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. D'abord, allons-y pour le jardinage. Penses-tu qu'un jardinage, c'est applicable ici? Moi, je pense pas qu'un jardinage est applicable, non. Pour quelle raison? Parce que, ben, en fait, on veut favoriser, ici, on essaierait de favoriser les essences comme le bouleau jaune, donc qui sont des espèces très intolérantes. Ou plutôt de tolérance intermédiaire, allons? Oui, tolérance intermédiaire, mais qui vont être favorisées par une plus grande éclaircie. Donc, je viendrais plus... Donc, c'est ça, une perturbation, disons, intermédiaire qui va qui va demander d'aller chercher une plus grande proportion de ta surface terrière. Mais là, je vois un problème avec ça. Si tu fais ça, tu vas libérer de la compétition. Donc, comment tu pourrais faire là, pour pallier à ce problème-là? Est-ce que l'option de ne rien faire ne serait pas une bonne option ici? Non, parce que, en fait, les arbres qui sont matures dans le peuplement sont tous non vigoureux. Donc là, on coupe en fait l'étage dominant pour donner la chance aux perches de se développer. Donc, si on n'intervient pas dans ce peuplement-ci, à cause de la faible vigueur de nos grands arbres qui forment le couvert vraiment supérieur, ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on va les perdre dans le temps. Donc, si on revient, il va nous rester seulement l'étage des perches qui n'aura pas été libéré. Donc, tu vas essayer de prescrire une coupe qui va prélever 50% de la surface terrière. Et ça équivaut à... Ça serait quoi comme nom de coupe ou de méthode de régénération, comme on appelle ça? La coupe irrégulière à régénération lente. C'est ça, coupe progressive irrégulière à régénération lente. Donc, c'est un peu la même chose qu'une coupe progressive, sauf qu'on va étirer dans le temps l'intervalle entre la coupe d'ensemencement puis éventuellement peut-être une coupe finale. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher un petit peu plus de surface terrière puis de volume que dans le cadre d'une coupe de jardinage, qui, on l'a vu, n'était pas très applicable ici. Mais là, il reste un problème. Parce que là, si tu as ouvert ton peuplement, oui, tu vas peut-être favoriser la régénération du bouleau jaune, mais avec toute la compétition que tu as au sol, qu'est-ce que tu vas faire pour être capable de t'assurer que c'est ça qui se régénère et non de donner de la chance à ta compétition? À ce moment-là, il faudrait venir avec de la machinerie adaptée pour être capable de brasser le terrain scarifié en même temps de passer pour venir récolter les arbres matures non vigoureux. Comme ça, le bouleau jaune est beaucoup favorisé par un brassage scarifiage du sol-là. Puis c'est ça, donc les résultats de recherche ont montré que le scarifiage du sol, un simple scarifiage avec les tiges des arbres qui sont derrière, soit la débardeuse à câble ou à pince inversée, si on fait des opérations en bois long, ben c'est suffisant pour gratter le sol pour que le bouleau jaune puisse s'établir puis se développer. Ici, on a plusieurs beaux semenciers. Évidemment, il va peut-être falloir en garder un petit peu dans ta prescription pour t'assurer qu'il y ait cette régénération-là. Mais je pense que tu as encore une fois fait un excellent choix.
Puis un choix qui a plusieurs contraintes, puis on voit qu'il y a une logique finalement à toute ta réflexion. Puis cette logique-là est excellente. Bon, on va faire l'analogie avec les médecins. Je vous l'ai déjà faite en classe, cette analogie-là. Connaissez-vous un médecin qui fait une prescription sans prendre des bonnes mesures avant? Non. Comme les médecins, vous allez devoir, comme ingénieur forestier, faire des prescriptions qui sont appuyées sur des données, des vraies données que vous allez avoir mesurées. Ça veut dire d'avoir fait un inventaire forestier. Ça veut dire aussi d'utiliser d'autres outils qui peuvent être intéressants, de télédétection par exemple. Il y en existe plusieurs et au Québec, on est chanceux parce qu'on a des outils qui sont disponibles gratuitement sur Forêt ouverte. Donc, on va partir avec une bonne connaissance de l'état de notre forêt qui va être basée sur des mesures. Ensuite de ça, il faut avoir de la connaissance sur qu'est-ce qui va séparer en forêt feuillue des arbres vigoureux et non vigoureux, des arbres de qualité et ceux qui ont une faible qualité. Il va falloir connaître l'autre écologie de nos espèces. Puis par la suite, ça demeure simplement une démarche logique. On l'a fait 2 fois pour vous, vous devez pratiquer par la suite. Oui, exactement, c'est ça. On vous encourage vraiment le plus possible à se pratiquer. À la base, c'est un stage pratique. Évidemment, à cause d'un contexte exceptionnel, là, on se retrouve à vous le donner par une caméra, mais normalement, c'est un stage pratique, puis normalement, on vous encadre le plus possible là, durant une semaine en forêt pour vous pratiquer à faire ça. On ne peut pas le faire, par contre, on va encore le faire cette année grâce à la technologie, puis grâce en fait à Internet, puis à plusieurs moyens là, pour faire en sorte qu'on va vous demander de faire des prescriptions. Et on va justement vous challenger sur vos prescriptions. On va vous demander de pousser votre réflexion. On veut que vous soyez capable de faire des prescriptions qui respectent à la fois la vigueur de la forêt, évidemment, mais aussi de faire des prescriptions qui font en sorte que les coupes, bien, ils vont avoir une certaine valeur. Ils vont en fait produire de la richesse, parce qu'à la base, on fait de la foresterie pour ça, pour créer de la richesse. Alors voilà, c'était 2 exemples. Là, on vous encourage à vous pratiquer. Chacun de votre côté, prendre des bonnes mesures, pratiquer à faire un diagnostic, pratiquer à faire une prescription et par la suite, nous, on va faire une évaluation en équipe où on va justement vous demander de faire une prescription et un diagnostic. Et justement, on va essayer de vous encadrer là-dedans puis de vous accompagner en vous posant les bonnes questions puis en vous amenant là, à améliorer votre réflexion puis votre logique pour faire des prescriptions qui sont bonnes. On va vous pousser là-dedans parce qu'on veut faire appel à votre compétence professionnelle. C'est une des compétences exclusives des ingénieurs forestiers de faire des prescriptions sylvicoles. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si vous amenez votre compétence professionnelle là-dedans, vous devez être capable de défendre votre logique qui vous a amené à votre prescription. Et c'est là-dessus qu'on va vous tester. Donc, on va vous pousser un petit peu là, dans ce cas-là. On a quelques cas de figure qui vont vous aider à développer ça. Oui, et c'est de là que justement ça vient toute l'importance de prendre des bonnes mesures. Tu ne peux pas bien défendre une prescription si tu n'es pas appuyé sur des faits, sur des bonnes mesures, que tu as bien utilisé les outils, hein, que tu as bien compris c'est quoi la vigueur, bien compris c'est quoi la qualité, bien compris les enjeux économiques. Alors c'est vraiment ça. Là. Si on veut bien défendre une prescription, il faut bien maîtriser toutes ces notions-là, puis c'est ça qu'on va pouvoir vérifier ensemble. Sais-tu quoi, Guillaume? Je pense que c'est le temps pour le drop.